Le mieux, c'est de voir un fiscaliste avant de commencer à investir en immobilier. Ça nous permet en fait concrètement de savoir quelle stratégie adopter. Est-ce que une typologie d'investissement est mieux qu'un autre? Si toutefois on ne l'a pas fait avant, moi je suis là pour faire le point sur l'investissement, de savoir quel est l'impact fiscal de l'investissement sur le foyer fiscal, sur le montant de l'impôt, etc. C'est l'anticipation, c'est la clé. Il y en a beaucoup qui se disent est-ce que c'est encore bien d'investir en France? Ça sert à rien en fait, on va dire de la fiscalité elle est trop lourde, ou encore moi je me fais un petit peu défoncer par les impôts. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là? Ok les amis, aujourd'hui je vous retrouve dans ce podcast Génération Insolite. Je suis hyper content de vous tourner cet épisode. Je suis en compagnie de Manon Chemam. Comment ça va Manon? Ça va super, et toi? Ça va super, je te remercie d'être présent. Aujourd'hui, on va parler fiscalité, notamment fiscalité immobilière. L'idée de cet épisode, c'est qu'un investisseur débutant, mais aussi un petit peu plus confirmé, puisse comprendre, on va dire, les rouages de la fiscalité. On aura bien évidemment un sujet sur l'immobilier atypique. Maintenant, je suis hyper content de te recevoir. Tu fais partie également des personnes qui accompagnent chez Imo Insolite. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Manon Chemam, je suis fiscaliste. J'ai deux sociétés. Une première structure qui est spécialisée dans la structuration et le conseil dans l'optimisation, notamment en immobilier. Et une seconde structure très spécialisée dans le déclaratif. J'enseigne aussi à l'université, dans les écoles de commerce et j'investis à titre perso aussi en immobilier. Bon, écoute, trop cool. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? D'où est-ce que tu viens et de comment est-ce que la fiscalité est arrivée dans ta vie? Alors moi, je vais pas chanter la chanson, mais je viens du sud de la France. J'ai une licence de droit, j'ai un master de droit fiscal, d'ingénierie fiscale. J'ai des diplômes complémentaires en management des entreprises et aussi en éducation fiscale et financière. J'ai commencé une première année de thèse que j'ai dû mettre en stand-by et que je récupère petit à petit dans les prochains mois. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Ça m'a amené à faire mes études aussi à Lille, tout ça. Et ça a été très très enrichissant de faire tout ça. Ok, est-ce que je peux te poser la question de qu'est-ce qui t'a amené finalement à la fiscalité? Qu'est-ce qui t'intéressait? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui t'a fait aller plus vers ce domaine-là qu'un autre en particulier? Alors j'ai toujours été très intéressée par le domaine comptable, la fiscale, puisque mes parents sont chefs d'entreprise, donc forcément ils ont été confrontés à ce genre de problématiques. Donc j'ai été très intéressée là-dessus déjà étant petite. En université, on vient nous amener dans toutes les matières à voir si on est plutôt droit pénal, droit fiscal ou autre. Moi, j'étais droit fiscal pur et dur dès le départ. Et c'est vrai que quand j'ai commencé mon master en droit fiscal, j'ai confirmé que c'était la matière que j'aimais. Tout simplement parce que ça bouge tout le temps, c'est très concret et puis ça touche tout le monde en fait. Ok, trop bien. C'est vrai que moi quand je vois on va dire un fiscaliste, je pense que les auditeurs c'est pareil, on voit quelqu'un de très droit, tu vois, en costume, etc. Moi ce que j'aime bien et tout, surtout avec toi, c'est que justement t'as pas du tout l'image, on va dire classique du fiscaliste. C'est quoi ton rôle pour qu'on comprenne bien, par exemple avec un investisseur immobilier? Moi demain j'ai pas encore investi, ou alors j'ai commencé à investir, mais bon, je n'ai pas été voir, j'ai peut-être pas optimisé ma stratégie fiscale. Quand est-ce que je dois te voir et comment ça se passe en fait finalement? Le but en fait, le mieux, c'est de voir un fiscaliste avant de commencer à investir en immobilier. Ça nous permet en fait concrètement de savoir quelle stratégie adopter. Est-ce que une typologie d'investissement est mieux qu'un autre? Si toutefois on ne l'a pas fait avant, moi je suis là pour faire le point sur l'investissement, de savoir quel est l'impact fiscal de l'investissement sur le foyer fiscal, sur le montant de l'impôt, etc. Donc c'est notre rôle en fait finalement de voir, d'anticiper la fiscalité qu'il pourrait y avoir avec un projet ou deux projets en immobilier. Et même si je suis débutant, j'ai pas besoin d'avoir un gros parc pour pouvoir aller voir un fiscaliste? Pas du tout. En effet, il s'agira de mettre en place une stratégie qui est optimisée et personnalisée à la situation de la personne. Alors une question qui revient souvent aussi, c'est quoi la différence entre un fiscaliste et un expert comptable par exemple? Alors, on est très complémentaires. L'expert comptable, c'est celui qui va rédiger tous les documents comptables, le bilan, l'alias fiscal, tout ce que je déteste à titre personnel. S'il vous plaît, ne m'apportez pas ce genre de mission-là. Néanmoins, lui a forcément un aspect de conseil aussi, puisqu'il a la tête dans les chiffres.
Par contre, le fiscaliste a une dimension un peu plus élevée où nous, on va prendre en compte la situation personnelle de l'investisseur, la situation professionnelle, la situation de son foyer fiscal, potentiellement ses futurs projets, expat ou non. Donc nous, c'est vrai qu'on est là pour interpréter finalement les documents comptables et les utiliser de manière à mettre en place des stratégies. Donc on est hyper complémentaires. Ok, trop bien, trop bien. Maintenant, si on devait réfléchir à plusieurs véhicules fiscaux, on a, si on veut faire très simple, le nom propre et à côté de ça la société. Est-ce qu'on pourrait justement démocratiser un petit peu ces notions qui paraissent un peu complexes, LMNP, LMP, par exemple sur le perso, est-ce que tu arriverais à nous dissocier le perso du pro avec les différents véhicules qu'on peut utiliser à l'intérieur? Oui, bien sûr. Alors en fait, le nom propre, déjà, c'est une personne physique qui va acquérir un bien en nom propre. Donc sur l'acte notarié, c'est son nom et son prénom. Le crédit d'ailleurs qu'il va finalement réaliser pour le projet, c'est un crédit qui lui est dû à titre personnel. Ici, la fiscalité d'une personne en nom propre, c'est une fiscalité qui ressemble un petit peu... elle est incluse dans notre fiche d'imposition. Donc, c'est pour ça qu'on appelle le LMNP. On a le revenu foncier. Finalement, ce sont des petites notions d'immobilier, mais où l'imposition est réalisée entre les mains de la personne physique. Il n'y a aucune autre structure entre l'investissement immobilier, les loyers, et la personne. C'est vraiment du direct. L'investissement en société, c'est différent, puisqu'ici, c'est la société qui va acquérir, donc sur l'acte notarié, c'est le nom de la société qui va acquérir le bien immobilier, qui va avoir le crédit à sa charge. Et là, on a différentes structures. On a les SCI, on a les SAS, on peut investir aussi en SARL. On a plein de structures qui peuvent être différentes en fonction soit du projet qu'on va réaliser, si c'est de la location nue, de la location meublée, soit en fonction en fait de la situation de la personne, s'il y a un aspect de transmission, s'il y a un aspect d'expatriation, etc. Donc c'est vraiment deux notions complètement différentes. Et là, dans cet aspect société, le montant de l'impôt, il est dû au niveau de la société. Donc il est calculé dans les documents comptables et fiscaux de la société. Ok. Alors pour donner un petit peu de valeur justement à nos auditeurs, par exemple, si on reprend le perso déjà dans une première partie, quels sont les différents véhicules dans le perso qu'on peut utiliser? On entend souvent parler de la location nue, la location meublée. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'on parle de BIC, de micro-BIC? Qu'est-ce que c'est toutes ces notions finalement? Alors on a deux grandes catégories. On a les revenus fonciers et on a le LMNP, le LMP. Les revenus fonciers, c'est tout ce qui est location nue. Donc là, on a ce qu'on appelle le micro-foncier et le régime foncier réel. Ce sont deux régimes qui sont vraiment attachés à la location nue, donc de la location sans meubles. De l'autre côté, on a la location meublée qui peut relever de deux régimes, soit le régime non professionnel, soit le régime professionnel. Ici, ces deux régimes-là sont ce qu'on appelle au régime micro-BIC ou OBIC, donc BIC. C'est une petite déclaration à part de la déclaration classique des impôts. Et on peut, lorsqu'on est au régime réel, donc c'est-à-dire qu'on va déduire les charges, être amené à devoir faire des documents comptables. Ici, la différence entre un LMP et un LMNP, ça va être en fonction de la nature de l'investissement et notamment du chiffre d'affaires qu'il va générer. Ok, très bien. Et par exemple, si je devais prendre du coup un investissement maintenant en société, donc tu m'as parlé de différentes structures, est-ce que par exemple une SCI, alors je connais un petit peu la réponse, mais est-ce qu'il n'y a pas des sous-familles un petit peu dans la SCI et dans la SAS et dans par exemple la SARL de famille par exemple? Oui, bien sûr, la SCI, on peut avoir déjà deux types d'imposition. On a la SCI à l'impôt sur le revenu, qui ressemble quasiment au régime des revenus fonciers en nom propre. Donc là, on est vraiment sur de l'imposition presque. La SCI, elle est là pour faire de l'intermédiation presque et finalement, les revenus sont quand même taxés en nom propre. C'est un peu particulier. La SCI à l'IS, elle, c'est vraiment de la location meublée, donc impôt sur les sociétés. Ici, l'impôt est dû au niveau de la société et c'est plus particulier au meublé. Derrière, on a la SARL de famille qui nous permet de faire de la location meublée tout en restant à l'impôt sur le revenu. Parce qu'il est vrai que dans le cas d'une SCI classique, on n'est pas censé pouvoir faire de la location meublée et si c'est le cas, on est obligé de passer à l'impôt sur les sociétés. Là, ici, la SARL nous permet d'avoir, de combiner le meublé avec l'impôt sur le revenu. Mais ici, encore une fois, la société, elle est là, elle est presque transparente puisque l'imposition se fait au titre, dans les mains des associés. On a ensuite la SAS qui, elle, personnellement, moi, je la préconise plus pour tout ce qui est opération de marchand de biens.
Justement, pourquoi tu préconises plus sur de la du marchand ? Parce qu'on est sur une responsabilité limitée au niveau de la SAS. On va dire que le fonctionnement de la société et la manière dont on va rédiger les statuts vont permettre de cadrer juridiquement et même fiscalement l'investissement. Ouais. Ok. Ouais. Et par exemple, moi, on parle de SCI. Alors, j'ai le choix entre l'IR et l'IS, donc l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés. Très rapidement et très brièvement, pour pas qu'on perde aussi nos auditeurs, pourquoi j'irais plus dans l'un que dans l'autre, en fonction peut-être de mes objectifs, je sais pas. Alors déjà, comme je te l'ai dit, c'est en fonction de ton type de location. Si tu es sur du nu, on peut être sur de l'impôt sur le revenu. Si tu es sur du meublé, on sera forcément à l'impôt sur les sociétés. Donc déjà, ça tranche une bonne partie de la question. Ok. Le deuxième point, c'est de savoir où est-ce que tu en es au niveau de ta tranche d'imposition sur ta feuille d'imposition, savoir quelle tranche tu es. Tu sais, on a un barème progressif pour calculer le montant de l'impôt. Ouais. On a plusieurs tranches de 11 à 45%. Et là, le but, c'est de savoir, dans quelle tranche je me situe. Okay. Si je suis sur la tranche à 30%, c'est quand même intéressant d'aller sur de l'impôt sur les sociétés, puisque l'impôt sur les sociétés, on a un premier taux à 15% et un second à 25%. Donc, ça reste quand même moins important que 30%. Ouais. Donc, le but étant finalement d'imposer les loyers sur un taux qui est moins élevé, parce que si on devait les réintégrer dans notre fiche d'impôt, finalement, on pourrait peut-être passer même à une tranche à 41 ou 45%. Ok, trop bien. Donc il y a pas mal de solutions en fait pour optimiser fiscalement. On entend souvent aussi de dire que la France, forcément, il y a un poids fiscal. Donc toi, aujourd'hui, tu es capable de nous dire aussi qu'avec les bonnes stratégies, on est capable d'optimiser, finalement de réduire cet impôt, voire de ne pas payer d'impôt pendant plusieurs années sur nos revenus. Exactement. Hein. On peut parler quand on fait de l'investissement avec des travaux ou des biens avec de nombreux amortissements. C'est vrai qu'on peut arriver à neutraliser l'imposition. En tout cas, aujourd'hui, on a la capacité, avec un bon accompagnement, de savoir où se situer et quelle stratégie adopter pour éviter justement le gros crash fiscal. Le gros crash fiscal, ouais, bien sûr. T'en as vu déjà, toi, dans ton expérience, des gens qui s'étaient lancés tout feu, tout flamme, tout seuls et qui finalement reviennent un petit peu la queue entre les jambes, entre te dire maintenant, on va mettre une stratégie maintenant parce que j'ai perdu, je me suis fait, entre guillemets, défoncer par les impôts, quoi. Exactement. En fait, j'ai des personnes qui ont bénéficié de sommes d'argent de manière importante suite à un héritage ou une donation et ils ont voulu vite les réinvestir, ce qui peut se comprendre. Néanmoins, en fait, ils ne se sont pas fait accompagner à ce moment-là. Ils ont tout pris en nom propre et aujourd'hui, ils sont à une tranche à 45%. D'accord. Donc, quand on commence à discuter de mettre en place certains montages, ils se disent pourquoi on ne l'a pas fait avant. Ouais, bien sûr, c'est l'anticipation, c'est la clé. Complètement. Ok. On va se mettre dans des petites mises en situation pour nos auditeurs. Je vais jouer le rôle de l'investisseur. Je vais avoir 25 ans, 35 ans, 40 ans. Je vais être en CDI. Je vais avoir plusieurs situations. T'es plutôt bien conservé pour 40 ans. et tu vas pouvoir répondre à ma question ou du moins nous donner des pistes où est-ce qu'on pourrait aller de notre côté. Alors là, j'ai 25 ans. Je gagne 2000 € par mois. J'ai un petit peu d'épargne entre 10 et 20 000 euros. J'aimerais me lancer dans un premier projet. Quelle structure, alors c'est un petit peu dur comme ça, mais imaginons j'ai envie de faire de l'atypique parce que là ici c'est vraiment le sujet. Je sais que je vais dépasser 23 000 € de chiffre d'affaires à l'année, en général entre 30 et 35. Quelle structure tu préconiserais ou quels sont les angles que tu préconiserais, quels seraient les pièges à éviter un petit peu ? Alors, pour le coup, ce que j'aime faire, c'est qu'en termes de premier investissement, je trouve que c'est toujours intéressant de le faire en nom propre. D'accord. Ça permet de se roder, parce que même si on est bien formé sur le sujet, il n'y a pas mieux que les mises en situation réelles. Ouais, complètement. Mais c'est vrai que l'investissement en nom propre est plutôt pas mal. C'est vrai que du coup, si on est sur un chiffre d'affaires qui dépasse les 23 000, on peut passer donc sur le régime LMP. Encore une fois, ça dépend aussi de sa situation professionnelle à côté. Donc, si on arrive à maintenir un régime LMNP, c'est carrément cool. Si on est sur du LMP, à revoir en fonction. Après, ce qui est intéressant, c'est que il est quand même assez jeune. Ouais. On a une belle situation puisqu'il est en CDI. Ouais. À voir aussi la situation familiale. Est-ce qu'il y a des parents qui voudraient peut-être investir aussi pour augmenter l'apport que lui pourrait mettre aussi à la base. D'accord. Et là, on pourrait constituer potentiellement une SCI ou une SARL de famille. D'accord, ok, très bien. J'ai maintenant, donc on est en couple, on a maintenant 35 voire 40 ans, avec 2 enfants, on a déjà une résidence principale tous les deux, on veut développer une activité immobilière pour préparer l'avenir. Quel est l'intérêt d'une société versus rester en nom propre finalement ? Alors en nom propre, déjà moi je vois qu'on est 2, même s'il y a des enfants, on est très certainement sur une tranche d'imposition à 30%.
Donc le nom propre, déjà, avec l'impôt sur les sociétés, on serait déjà un peu plus sur de l'impôt sur les sociétés. Je vois aussi que donc, tu me dis que tu veux préparer l'avenir. Il y a des enfants. Moi, ça me tilte. Société, transmission. Généralement, une société... en dehors de l'objectif d'essayer d'être mieux fiscalisé, c'est aussi de transmettre. Okay. Donc, moi, je serais plutôt sur une SCI à l'IS avec les enfants dedans de manière démembrée. Ça permet déjà d'anticiper la transmission. Alors du coup, si je démembre nos enfants, Manon, est-ce que ça veut dire qu'ils vont perdre leurs bras ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Non, je te rassure. En fait, on va démembrer la détention des parts de la SCI, c'est-à-dire que les enfants sont un peu comme, un petit nuage au-dessus de la société, alors que les parents, eux, c'est eux qui gèrent, c'est eux qui vont percevoir les revenus. Mais les enfants sont toujours omniprésents et s'il arrive quoi que ce soit aux parents, eh bien, ce seront les enfants qui prendront le relais. D'accord. Et ici, on limite la taxation sur la succession. Donc là, c'est très intéressant. Et la taxation, par exemple, si on n'avait pas optimisé, elle serait de combien ? Et là, du coup, qu'est-ce qu'on... Alors, évidemment, tout dépend des tranches d'imposition et du bien, en fait, de la valorisation du bien. Hein, mais on peut très facilement atteindre du 30-40%. Il y a des abattements, évidemment, pour les enfants. Mais le but, en fait, c'est de neutraliser l'impôt sur les successions. Ok, trop bien. Donc, on voit aussi l'intérêt et l'investissement, finalement, de se faire accompagner dans ces démarches-là. Parce que quand on fait le calcul de l'investissement qu'on va faire avec toi versus ce qu'on aurait payé en impôt normalement, je pense que le schéma, il est juste... voilà, il est très fort. Ok, maintenant, je suis célibataire, Manon, 40 ans, bon revenu. Forcément, j'ai compris que je pouvais générer entre 1000 et 1500 euros net avec un bon logement atypique bien convenu. J'ai été accompagné par Imo Insolite, ça se passe bien. Comment optimiser ma fiscalité et choisir la bonne structure, sachant que j'ai déjà un ou deux biens, moi, de mon côté, en location, en LMNP, en location meublée. Ok. Écoute, si tu as des bons revenus, on va pas aller alourdir le nom propre, on est d'accord. On va passer sur une forme sociétale. Donc là, deux choses sont possibles. Soit tu es tout seul et tu ne souhaites pas t'associer à quelqu'un et tu n'as pas de structure de type holding. On pourra opter pour une SAS pour pouvoir mettre tes biens dedans et les imposer à l'impôt sur les sociétés. Soit tu as potentiellement monté une holding. Donc ça, c'est un montage un peu plus développé où là, on va avoir une société mère qui détient plusieurs autres petites sociétés. Et le but ici, c'est de faire circuler les liquidités. Et dans ce cas-là, on pourrait monter une SCI puisque tu pourrais à la fois t'associer en nom propre et puis avec ta holding dedans. Donc, on a deux types de structures qui peuvent être mises en place, mais en fait, ça dépend encore une fois du schéma global. Ok. Et on entend beaucoup parler de la holding. Est-ce qu'il faut absolument la faire au bout d'un ou deux biens, ou est-ce qu'il y a des limites quand même par rapport à l'investissement, parce qu'on sait que c'est peut-être un investissement aussi de départ. Il y a beaucoup de gens là sur les réseaux sociaux que je vois en ce moment qui préconisent la holding à chaque fois. Est-ce que c'est obligatoire ? Je sais que ça fait beau entre guillemets d'avoir une holding en ce moment. C'est un peu la mode. C'est un peu la mode des holdings. Alors en fait, c'est pas obligatoire d'en avoir une. C'est optimal dans certains cas. Encore une fois, il faut vraiment faire une étude personnalisée. Moi, je sais que je réalise des audits pour voir à quel moment la holding est pertinente. Néanmoins, il n'y a pas forcément de 1, 2 ou 3 biens. Je dirais que ça dépendra du chiffre d'affaires généré et ça dépendra aussi de la situation des biens. Par exemple, moi, j'aime bien que les biens qui soient un peu risqués, on les isole dans une structure et pas forcément tout mettre les œufs dans le même panier pour éviter de mettre en danger les autres biens. Donc, dans ce cas-là, avoir une holding pour relier tous les biens, ça peut être intéressant. Encore une fois, ça dépend de la stratégie mise en place. En tout cas, une holding, ça nous permet de remonter des dividendes à moindre imposition par rapport à si on devait le faire en nom propre. Et ça nous permet de faire circuler les liquidités. Donc, si par exemple, on a fait un projet d'achat-revente qui nous a généré une belle plus-value, on va pouvoir faire remonter ces liquidités dans une société mère et les réinvestir dans un atypique, par exemple. D'accord, ok. Et typiquement, on a parlé de dividendes. Quelle serait l'imposition versus si on avait choisi une holding, là, dans ce cas précis ? En nom propre, on est sur du 30%. D'accord. Et quand on est sur une holding, en fait, on n'a pas d'imposition quand on remonte à la holding. Ok. Et on réintègre 5% du montant des dividendes dans le document comptable, donc dans le bilan de la holding. Et là, on est taxé à 5%. D'accord. Pardon, à 15%. À 15%. Je disais 15%. Ok. Ouais, donc ça reste intéressant. Oui, ça reste intéressant. Ok. Un investisseur maintenant confirmé, on en a aussi entre 10 et 15 biens, plusieurs biens en atypique qui génèrent entre 150 200 000 euros de chiffre d'affaires assez facilement. Il est déjà en LMP, mais il a envie de continuer à investir et à préparer son jeune avenir lui aussi avec ses enfants.
Alors là, par exemple, la forme de société, elle est très intéressante, surtout voilà, avec les enfants en jeu. Pour le cadre de la transmission, c'est très important. Alors, j'avoue que le LMP est intéressant dans ce cas-là parce que on pourrait potentiellement avoir des exonérations applicables en cas de vente. Bon, là, on dépasse quand même largement le chiffre d'affaires, donc c'est un peu plus complexe. Okay. Mais par contre, mettre en société, c'est intéressant. SCI à l'IS, quoi qu'il arrive, en fait, dès qu'on commence à générer un chiffre d'affaires conséquent, l'impôt sur les sociétés, c'est primordial. D'accord. Et ensuite, le nombre d'associés va nous faire pencher sur la SCI ou la SAS, mais quoi qu'il arrive, on est sur des mêmes structures. Ok, très bien. Bon, déjà, je pense que ça va donner un petit peu des idées à nos auditeurs. À aujourd'hui, il y a eu on entend beaucoup de choses en fait sur la loi anti-Airbnb, sur la fiscalité. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant sur ces 1 voire 2 dernières années par rapport à toutes ces réformes-là? On entend que c'est fini le Airbnb, on entend que finalement il ne s'est pas passé grand-chose. Est-ce que tu peux nous faire un bilan, on va dire, de tout ça, sans rentrer dans les grandes lignes peut-être, ou peut-être que si, mais de façon à ce que n'importe quelle personne puisse comprendre, on va dire, ce qui s'est réellement passé en fait. Alors c'est vrai qu'on voit beaucoup de gros titres, le Airbnb c'est fini, la location courte durée c'est terminé. Bon, c'est clairement pas vrai, hein, il faut se le dire. Aujourd'hui, c'est qu'on a une crise de logement. Les Français n'arrivent plus à trouver de biens pour se loger. Donc, le gouvernement a dû prendre un petit peu en main le sujet. Ils ont décidé de faire en sorte que la location de longue durée soit plus mise en avant, en tout cas. Et on a fait en sorte, avec les dispositions légales et fiscales, de moins avantager le régime de courte durée qui était à l'époque avantageux. Okay. Qu'il est toujours à partir du moment où on arrive à anticiper certaines choses. Okay. La loi anti-Airbnb qui a été générée il y a très peu de temps, elle n'est pas si mauvaise que ça en soi. Okay. Il y a toujours, en fait, il ne faut jamais s'alarmer, toujours garder son sang-froid, il y a toujours des solutions. Okay. Ici, sur cette loi anti-Airbnb, elle est venue corriger déjà un petit problème qu'il y avait eu quelques mois auparavant. On ne l'a pas trop su, mais lors de, vous savez, la fameuse loi de finances où on a eu 1 milliard d'amendements et 1 milliard de 49.3, ils se sont un peu loupés et ils ont adopté une disposition où on octroyait un abattement de 92% sur les loyers des meublés de tourisme. Donc je gagne 100 € ouais, en abat. Et en fait, je vais récupérer 92% et je ne serai imposée que sur le reste. Magnifique. Incroyable. et c'est quand même passé. Donc, la loi de finances qui est passée derrière n'a absolument pas régularisé l'histoire. D'accord. Et c'est la loi anti-Airbnb qui a dit « Oh, quand même, les gars, oui. Là, va falloir quand même faire quelque chose. » Mollo. Et donc, du coup, elle est venue réformer les abattements en matière de micro-BIC. Donc, ça s'applique aux personnes qui ne tiennent pas de comptabilité, qui font du meublé, mais qui ne tiennent pas de comptabilité. Okay. Ici, les nouveaux seuils, c'est que... le premier seuil pour les locations meublées classiques, donc on va faire rentrer aussi le Airbnb, c'est 30% d'abattement dans la limite de 15 000 € de chiffre d'affaires. D'accord. C'est en fait la même chose que ce qui est réalisé pour les revenus fonciers, donc les locations nues. Donc on a voulu mettre sur un même piédestal les deux locations. Les deux, ok. On a ensuite un deuxième seuil de 50% d'abattement dans la limite de 77 700 et là c'est pour les locations classées. Donc on est sur quelque chose d'un peu plus important, pour autant c'est toujours moindre que ce qu'il y avait avant. Ok. C'est vrai qu'on se dit bon, là ça a clairement changé, néanmoins encore une fois c'est ceux qui ne tiennent pas de comptabilité. Ceux qui tiennent une comptabilité n'ont pas du tout été impactés par ces mesures-là. L'autre mesure après c'est des mesures réglementaires, on a mis le DPE pour les Airbnb. Bon, en principe, ceux qui font du Airbnb ont fait quand même beaucoup de travaux, donc légèrement pas, voilà. Tu connais, hein, légèrement pas impacté là-dessus. Les maires avaient la possibilité de réduire pour tout ce qui est résidence principale, mais encore une fois, pour les investisseurs, ça les concerne pas vraiment. Donc on a eu quand même des dispositions, mais l'enregistrement obligatoire en mairie, c'est un peu embêtant. Mais il n'y a rien de mortel. Donc là, aujourd'hui, si on continue à avoir une comptabilité, qu'on se fait accompagner par aussi les bonnes personnes, tu es d'accord qu'il n'y a pas grand-chose qu'à changer pour un investisseur aligné. Ok. Moi, je pense que c'est une bonne leçon aussi sur tous les points, c'est-à-dire de se faire accompagner tant sur l'investissement, mais surtout sur la fiscalité. Parce qu'on se rend compte, en fait, en faisant ce podcast-là, qu'à partir du moment où on a les bonnes stratégies en place, finalement, il y a
pas grand-chose. Alors, ça peut toujours nous atteindre, mais on aura les bonnes mesures pour anticiper. Quoi. Ok. Bah, écoute, trop bien, Manon. Merci pour ça. Je t'ai réservé un petit quiz immobilier pour que tu puisses nous répondre. Avant ça, est-ce qu'il y aurait un sujet que tu aimerais donner, par exemple, à un investisseur ou peut-être à toi qui a commencé il y a 5 ans maintenant, parce que je sais que tu avais commencé assez tôt l'immobilier, avant qu'on fasse ce quiz-là, ou quelque chose que tu aimerais dire et qu'on ne dit pas assez souvent sur la fiscalité dans des podcasts, dans des émissions, d'une manière générale. Je continue à parler pour que tu puisses réfléchir également au sujet, parce que c'est pas évident. Meuble, s'il te plaît. mais ouais, des sujets, parce que moi, tu vois, je parle avec il y a quand même beaucoup d'investisseurs débutants, on en accompagne beaucoup. Il y en a beaucoup qui se disent, est-ce que c'est encore bien d'investir en France ? Ça sert à rien, en fait, on va dire, la fiscalité, elle est trop lourde. Ou encore, moi, je me fais un petit peu défoncer par les impôts. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là, d'une manière générale ? Alors, de se faire accompagner, certes, mais est-ce qu'il y aurait des choses que tu aimerais parler justement dans ce podcast-là ? Alors, j'ai deux petites choses. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup de clients qui me disent, voilà, les impôts me tuent, c'est un enfer, etc. Oui, je suis d'accord avec ça. Pour autant, si on en paye, c'est qu'on génère quand même. Donc, c'est vrai que moi, je suis partisane de... on gagne, il y a un petit peu à donner aussi. Je suis d'accord qu'il faut quand même que ce soit raisonnable. Mais un fiscaliste, il faut savoir qu'il ne pourra jamais mettre l'impôt à zéro. Enfin... il faudra toujours partager un petit peu avec l'État, il faudra toujours donner. Et ça dans n'importe quel pays. Mais dans n'importe quel pays. Et même si on était dans un pays sans fiscalité, en contrepartie, il y a des choses qu'on n'aurait pas là-bas. On va pas parler de notre système de santé, mais c'est aussi le cas. Donc aujourd'hui, les clients qui veulent s'expat, faut y réfléchir à 2 fois. Aujourd'hui, on paye des impôts en France, ça a quand même une contrepartie chez nous. On a quand même un certain standing et voilà, tout ce qui est santé, on est quand même très très bien logé. Néanmoins, il y a des solutions pour limiter. Le deuxième point, moi, en tant qu'investisseuse, quand j'ai commencé, c'est vrai que j'ai fait l'impasse sur tout ce qui était taxes locales. C'est-à-dire taxes foncières, CFE, les taxes sur les logements vacants, etc. Et c'est vrai que quand on est un investisseur, on oublie un petit peu de chiffrer ces taxes-là, qui peuvent aussi être optimisées des fois. La taxe foncière, de la manière dont elle est calculée, c'est encore, on est en 3 ou 4 siècles avant, quoi. Mais voilà, il y a aussi toutes ces petites taxes qui sont là quand même pour un petit peu nuire à la rentabilité. Alors attention, à moindre mesure, mais c'est important de l'anticiper aussi. Puis on a quand même une chance en France, c'est d'utiliser de l'argent d'une banque qui sera remboursé par nos voyageurs sur Airbnb ou sur nos locataires. Exactement. Trop bien. Justement, est-ce que tu peux nous faire un petit distinguo sur... moi, aujourd'hui, je suis donc investisseur sur de l'atypique ou également de l'insolite. Quelles sont les différentes taxes que je peux retrouver ? Moi, de mon côté, tu m'as parlé de la CFE. Qu'est-ce que c'est la CFE, la taxe d'habitation, là ? Ça me fait un peu peur tout ça, là, Manon. Et oui, et en plus, il y a un sujet sur l'atypique, puisqu'on est sur la courte durée. Alors, nous, on a 3 types de taxes locales qui sont vraiment très, très primordiales. On a la taxe foncière, donc ça, tous les propriétaires la payent, il n'y a pas photo. Ça, c'est la redevance qu'on doit à l'État. Exactement. On a la taxe foncière et on a 2 petites taxes qui s'appellent donc la CFE, la cotisation foncière des entreprises. C'est en fait, on pourrait dire que c'est la taxe d'habitation des sociétés. Donc on la paye dès lors qu'on est en société ou qu'on soit en LMNP, LMP, puisqu'on a un numéro de sirène, donc ça déclenche en fait l'imposition à cette taxe. Et on a la taxe d'habitation, ça on l'a connue aussi pour toutes les personnes qui occupent le logement. La taxe d'habitation, elle n'existe plus pour les personnes qui résident à titre de résidence principale. Elle existe encore pour ceux qui résident à titre de résidence secondaire. On a un gros sujet sur ça, puisque les locations de courte durée, les propriétaires payent les 3 taxes. Taxe foncière, taxe d'habitation, CFE. Très bien. Pourquoi ? Parce que la CFE, puisqu'on est en meublé, donc ça va de soi. Mais la taxe d'habitation, parce que l'administration fiscale estime que pendant les périodes où le bien n'est pas loué, on peut en disposer. Donc ils appellent ça, c'est la libre disposition du bien. Et donc comme on a la libre disposition du bien, on a les clés du bien, on a le planning sur Airbnb ou autre, c'est une résidence secondaire. Donc elle nous impose aussi à la taxe d'habitation. On a une jurisprudence qui est sortie il y a peu de temps. Alors justement, ça devient intéressant. Exactement, on a une jurisprudence qui est sortie il y a peu de temps, vraiment il y a quelques semaines. Où on a un contentieux qui arrive clairement sur ce sujet-là, où on nous dit, c'est clairement pas égal d'être imposé à la fois à la CFE et à la fois à la taxe d'habitation. On impose pour la même chose quelque chose.
Et la jurisprudence nous dit, finalement, si on arrive à démontrer par un faisceau d'indices ou par un mandat ou autre que nous n'avons pas la libre disposition du bien, eh bien, ils vont pouvoir dégréver la taxe d'habitation. Donc aujourd'hui, on serait sur la taxe foncière qui de toute façon est obligatoire et la CFE. Et on pourrait économiser la taxe d'habitation. Ici, ça peut être très très intéressant. Là, dans ce cas-là, ça a été dégrévé parce qu'il y a un mandat qui a été réalisé avec une agence qui gérait du coup le bien en courte durée, avec une petite clause dedans qui disait que le propriétaire n'en a pas la libre disposition. Et donc ça a permis de faire sauter cette taxe. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Moi, aujourd'hui, je suis investisseur et justement, ça m'intéresse que tu me dis comment est-ce que je peux faire pour justifier tout ça, quoi. Ouais, donc, un mandat, c'est vrai que c'est le mieux du mieux. Après, on a d'autres faisceaux d'indices. Là, on avait aussi l'histoire de la composition du foyer. C'est-à-dire que, par exemple, ça peut être un studio. J'ai une famille avec 3 enfants. Il est clairement, on sait qu'on ne va pas passer les vacances là-bas. Ou si on a plusieurs biens dans la région, ou qu'on a une maison familiale ici et que le bien est à proximité et qu'il est atypique, on sait aussi que la libre disposition, elle est moindre. Donc on a plein d'indices qui peuvent venir dégréver cette taxe. Encore une fois, c'est la première jurisprudence qu'on a à ce sujet-là. On a évidemment de nombreux contentieux sur ce sujet-là, donc je pense que d'ici les prochains mois, on aura encore un peu plus d'indices nous permettant d'enlever cette taxe d'habitation. Est-ce que tu peux nous aider ? Est-ce que tu peux nous accompagner si moi, clairement, j'ai envie de... Bien sûr, il y a quelques jours à peine, j'ai une cliente qui me contacte. Elle a un immeuble de 10 appartements. Okay. Elle m'a dit, j'ai une taxe d'habitation sur tous. Donc elle me dit, je veux bien comprendre que, je puisse en avoir la libre disposition, mais pas les 10 au même endroit, au même moment. Donc là, par exemple, je vais l'accompagner sur la rédaction de la réclamation. D'accord. C'est quelque chose de long, qui se fait assez facilement Alors, long, pas forcément. Le but étant de trouver les bons arguments justifiant notre demande. Après, long, c'est le délai de traitement d'une réclamation. Ça peut être 2-3 mois comme 6 mois. On ne peut pas trop savoir. Ok, très bien. Alors, on va y arriver, je vous promets, au quiz. Et j'ai encore du coup une autre question. Est-ce que tu as une anecdote avec un client positive, une histoire qui t'a touché, qui t'a marqué ? Encore une fois, je vais meubler, messieurs, dames, pour qu'elles puissent réfléchir. C'était pas prévu dans le questionnaire, mais je trouve ça hyper intéressant. Et donc, du coup, je te pose la question. Que ce soit positif, ça serait bien que ce soit positif, c'est peut-être négatif, mais une histoire qui t'a marqué, tu sais, d'une personne que tu as accompagnée, qui a peut-être, je sais pas moi, économisé un certain nombre d'argent sur sa fiscalité, ou juste tout simplement une histoire belle. Tu vois, nous, typiquement, là, on a rentré Nina, qui est infirmière, qui a 58 ans. Elle a fait son premier logement atypique, elle vient de rentrer ses premiers 1 200 € par mois. Et là, elle est en train d'enchaîner sur son deuxième. Et si elle termine son deuxième, elle va peut-être quitter son emploi, tu vois, pour faire de la manicure. Alors, ça paraît tout bête, mais c'est ce qu'elle voulait faire depuis un moment. Est-ce que tu as des histoires belles, toi aussi, comme ça, derrière on va dire la posture de fiscaliste, on va dire Alors, c'est pas forcément aussi beau que ton histoire, parce que c'est vrai qu'elle est très touchante. Mais c'était un de mes premiers clients. Okay. Je récupère la situation fiscale, donc un certain nombre de biens. Okay. Aucun déclaré. D'accord. Aucun déclaré. Là, je me dis, waouh, ok, comment on va faire ? Parce que c'est on marche sur des œufs, mais ils voulaient se mettre en conformité. Donc, on essaye tant bien que mal de réintégrer les biens de manière, optimale et puis remettre la situation sur pied. Et en fait, ils avaient très très peur d'avoir soit un rattrapage d'impôts, soit de payer de nombreux impôts sur leurs investissements immobiliers. En fait, pas du tout. On s'est on s'est mis vraiment de manière conforme. Et finalement, de la manière dont on a un peu géré les biens, on a regardé les amortissements, on a regardé les charges, etc. En fait, on se rend compte qu'on est neutre. Magnifique. On n'a pas d'impôts. Et donc, en fait, honnêtement, ils avaient une épée de Damoclès sur la tête en se disant, mais si on a un contrôle fiscal, comment ça va se passer, etc. Finalement, on a réussi à se mettre en conformité et sans impact fiscal pour eux. Donc, ils sont hyper contents. Oui, j'imagine. Les petits coups de stress un petit peu quand ils sont obligés de voir. Ok. Bon, on va faire le quiz immobilier. Maintenant, dans quel logement atypique tu passerais une nuit ? Tu me dis soit oui, soit non. On commence par un dôme en pleine forêt. Alors, j'aime pas trop les insectes, mais s'il est bien isolé, c'est ok. Ok. On a une love room qui a été faite d'ailleurs au Havre, qui marche pas mal, qui est une love room 50 nuances degrés. S'il y a Christian, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Un igloo au fin fond du Groenland. Carrément. Alors ça, c'est un de mes rêves. Ah ouais, carrément ? Ouais. Bon, écoute. Un château abandonné en Bourgogne. Ça me fait un peu peur. Avec les fenêtres un peu qui grincent. Un bunker en Californie. Ah ouais, carrément. Ok.
Un logement troglodyte, donc les grottes dans le centre de la France, c'est bien, elle est très belle. Oui, je pense que ça doit être incroyable à vivre comme expérience. Complètement. On a une cabane dans les arbres dans la Creuse. J'ai un peu le vertige, donc je vais pas forcément passer une bonne nuit. Ce sera pas. Un hôtel Ibis dans le centre-ville de Marseille. C'est atypique, ça. Atypique, ouais. Non. Non, ok. Un terrain de camping dans les Landes. Non plus, ça me tente pas trop. Ok, une suite Harry Potter pour terminer. Pourquoi pas? J'aime beaucoup. Ok, top. On refait une autre série de questions. Manon, meilleur conseil que tu aies reçu? De toujours suivre mes intuitions. Ok, pire conseil que tu aies reçu? De ne penser qu'au travail. Ok. Ah ouais. C'est bien de couper aussi. C'est trop bien. Meilleure habitude que tu aies dans la vie? Ah, le sport, hyper important. Tu fais quoi comme sport, Manon? Je vais à la salle, je prépare un Aerox. Ok. Mais je trouve que c'est hyper important parce que c'est comme ça qu'on est encore plus productif. Ok. Et pire habitude que tu as dans la vie? Le sucre. Meilleure ville en France? Je suis obligée de dire chez moi, c'est Fréjus. Fréjus. Et une ville au contraire surcotée? Oh, Saint-Tropez. Saint-Tropez? Ouais. Ok. Meilleure stratégie d'investissement selon toi? Alors, difficile d'y répondre, mais je dirais que c'est une stratégie personnalisée. Ouais. Il faut vraiment se focus sur notre situation, quoi. Bon, j'allais dire pire stratégie d'investissement. En fait, c'est le miroir, du coup. Hein. C'est de faire les stratégies qui sont à la mode. Hein. Ça ne convient pas à tout le monde. Hein. Meilleur moment dans ton parcours, aussi bien d'études que maintenant de l'entrepreneuriat et en tant que fiscaliste? Je pense que c'est le montage de ma seconde boîte, celle qui est spécialisée dans le déclaratif, parce que ça s'est fait vraiment de manière... en pleine période déclarative, donc en plein dans le feu, et ça a fonctionné et c'est une vraie fierté. Félicitations. Et pire, justement, au contraire, pire moment moment... Tu sais, je pense que ce que je vais te dire, c'est mon premier investissement immobilier. Justement, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cet investissement dans les grandes lignes? Dans les grandes lignes, j'ai pas été assez prudente sur la visite de mon bien. Okay. Et en fait, c'était un bien qui a subi beaucoup de sinistres et j'ai continué dedans, hein, donc infiltration d'eau, etc. Par contre, bien très très rentable, plus-value à la fin, mais ça a été très stressant comme investissement. Okay. Tu penses qu'on arrivera à te convaincre d'investir dans de l'atypique un jour? Oui. Ok, c'est top. Est-ce que tout le monde devrait investir dans l'immobilier? Oui, je pense que c'est très important parce que en fait, ça forge un humain. Concrètement, l'immobilier, vraiment, c'est la pierre angulaire de la famille, du patrimoine, de la transmission. Carrément. Est-ce que tout le monde devrait se former justement et se faire accompagner avant d'investir dans l'immobilier? Oui, c'est très important. En tout cas, ça évite. Alors, on ne peut pas tout éviter parce que, comme je te l'ai dit, on a quand même des choses qu'on ne peut pas éviter, puis on apprend en faisant. Mais ça nous permet en tout cas de ne pas perdre des plumes sur certaines matières. Ok. Et le meilleur moment pour investir? Aucun meilleur moment. En réalité, moi, mon premier bien, je l'ai acheté, j'étais étudiante sans revenu. Hein, donc, et il n'y a pas de meilleur moment. Il ne faut pas attendre la situation de j'ai pas d'enfant, je veux un enfant, je veux un CDI, ceci. Il y a toujours des moyens pour investir en immobilier. Ok, trop bien. Une passion inavouable que tu pourrais nous révéler en live. Et là, on t'attend maintenant. Écoute, c'est assez récent. J'espère que tu vas pas rigoler, mais j'ai découvert que dans toutes les villes dans lesquelles j'allais, dans tous les pays et les villes, il y avait des petits canards. Je sais pas si t'as vu la boutique de petits canards. Et en fait, ils sont déguisés du pays où je vais. Donc du coup, j'ai un petit canard d'Égypte, j'ai un petit canard d'Albanie, de République tchèque. Et voilà, donc je fais la collection de ça. Magnifique. Et comme je t'ai dit il y a pas longtemps, comme je t'ai dit tout à l'heure, je pense que je suis en train de me créer une passion pour les cartes Pokémon. Ok. Est-ce qu'il y aurait une question que tu aurais aimé que je te pose pendant ce podcast? Non, est-ce que tu étais heureuse de venir à Paris aujourd'hui avec le vent et les quelques gouttes de pluie? Oui, Martin, je suis très heureuse de te voir. C'est le mieux. Écoutez, en tout cas, merci de nous avoir regardés. Merci, Manon, d'être venue sur le podcast. Ça m'a fait énormément plaisir. Tu fais partie également de l'accompagnement Immo Insolite. Et pour le coup, tu fais de l'excellent travail. Merci en tout cas pour ton travail au quotidien de la part aussi des investisseurs. Où est-ce qu'on te retrouve, Manon, sur les réseaux sociaux? Alors, principalement sur Instagram. C'est vrai que c'est mon réseau de prédominance. Quand j'ai du temps et j'essaye de le prendre, j'essaye de mettre des conseils. Oui, c'est compliqué, hein, mais je fais des réels, des conseils. Je suis hyper réactive dessus. Les gens peuvent me contacter directement dessus. À mes heures perdues, quelques TikTok de temps en temps, mais vraiment Instagram. Donc Instagram Manon Chemam, vous me retrouvez facilement. Bon, on mettra les liens dans la description. Merci Manon d'être venue sur le podcast. Merci Martin. Et à bientôt sur un prochain podcast Génération Insolite.